Les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je sors la tête de l'eau, donc je voulais profiter de cette fenêtre d'éclaircie pour vous parler un petit peu au sujet de mon histoire vis-à-vis de la dépression, du parcours de soins que j'ai suivi les 10 dernières années et où j'en suis aujourd'hui. Notamment, voilà, un bilan après la cure d'ECT que j'ai pu faire, donc les électrochocs, pour faire tout simplement un petit partage d'expérience. Donc ce n'est pas une vidéo dans le but de me plaindre, de m'accabler ou que sais-je. C'est vraiment mon envie d'ouvrir la parole à ce sujet, puisque c'est un sujet qui me tient à cœur. On est plus sur du partage à cœur ouvert et où j'en suis aujourd'hui avec ces problématiques-là. Donc pour vous faire une petite rétrospective à mon sujet, je suis née en 1995. Je vais avoir 30 ans. Je dirais que jusqu'à mes 5-6 ans, j'étais une enfant plutôt spontanée, plutôt joyeuse, très créative, assez sociable, et tout a basculé, enfin tout a commencé à se gâter, je dirais, à partir de mes 7 ans, quand on développe un peu sa propre analyse des choses, quand on est moins justement dans cette spontanéité, qu'on commence à analyser son environnement, ses relations. J'avais tendance à beaucoup aller me réfugier chez ma voisine, chez mes amis, m'intégrer un peu, pour ne pas dire m'incruster dans leur famille, parce que je trouvais de l'apaisement dans le cadre familial qui n'était pas le mien. J'avais ce sentiment de ne jamais me sentir chez moi et de me sentir assez persécutée par voilà, certains membres de ma famille. J'ai un peu forgé cette relation à moi-même où j'avais le sentiment de ne jamais être vraiment validée, surtout vis-à-vis d'un lien qui est très important, je pense, en tant que fille. Une grosse blessure du rejet, et voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est trop personnel. La période de construction qui est assez importante entre mes 7 et mes 23 ans, dans la sphère familiale, dans la sphère sociale, à l'école, collège, lycée, puis études sup, mais également dans le cadre des relations sentimentales. On va dire que j'ai eu le trio gagnant: violence psychologique, violence physique et violence sexuelle. J'étais complètement dans le déni et du genre à skipper tout ça derrière moi pour avancer. J'ai réussi à avancer. J'ai eu cette spirale qui fait qu'en sortant, en devenant majeure, j'ai voulu tout de suite devenir très active. Donc j'ai fait des études de lettres et puis ensuite de communication, marketing, design. Et j'ai toujours travaillé à côté. Donc j'ai foncé tête baissée dans mes études supérieures afin de me faire une situation. J'ai eu la chance d'avoir le soutien de mon papa pendant tout ce temps, et qui a été, voilà, on va dire une figure très sécurisante. Mais voilà, comme beaucoup d'étudiants, j'ai également travaillé à côté, ce qui fait que j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir pendant ces années-là, notamment sur ce que j'aimais vraiment dans la vie. Moi, je voulais un métier qui rapporte un minimum d'argent pour être complètement indépendante. J'avais un besoin aussi, je pense, avec le recul, de prouver que j'étais capable. Donc j'ai fait ces études supérieures-là, j'ai obtenu mon master. Mais je dirais que ça m'a énormément coûté, puisque j'ai développé à partir... je dirais à partir de milieu du collège, lycée, une grosse anxiété sociale, un gros problème vis-à-vis de ma propre personne, une haine viscérale de ma personne. Je pense que ça va avec un sentiment de culpabilité, mais je me détestais profondément. J'ai eu beaucoup de gestes violents envers moi-même. Et je me sentais tellement mal à l'extérieur. Je réussissais tout de même à créer des liens
sécurisant avec des amis. Donc j'avais tendance à être beaucoup en binôme avec des amis, mais c'est ces relations-là aussi qui m'ont sauvée. Je pense qu'elles ont pu être avec le recul assez pesantes pour ces personnes-là, puisque voilà, c'était très très fusionnel. Et je dirais que quand j'ai commencé les études supérieures, donc j'étais très contente d'avoir mon autonomie, de pouvoir avoir mon propre cocon, donc mon propre appartement. Mais c'est là que les choses ont commencé à se compliquer, puisque je me suis investie à 100%, 1000% même dans les études et le travail. Ce qui fait que je n'avais vraiment jamais de repos, je n'ai pas eu de vacances pendant 6 ans. Et à côté de ça, c'était tellement énergivore pour moi de sortir dehors, de prendre les transports en commun, d'être dans une classe, d'être entourée de personnes. J'ai développé vraiment, là c'était le paroxysme de la phobie sociale, puisque mon problème c'est que ça se manifestait par des crises de rougissement. Alors ça peut paraître complètement dérisoire, ça s'appelle l'eurotophobie, donc la phobie de rougir. Je n'arrivais en général pas à regarder les gens dans les yeux. J'étais phobique de tout contact, je ne voulais pas qu'on me parle et le problème c'était que j'étais dans des études de communication. C'était un peu le parcours par défaut que j'ai pris puisque j'avais des bonnes notes dans ces matières-là lors du baccalauréat. Mais voilà, socialement, les travaux de groupe et tout ça, c'était très très compliqué. Mais pour autant, j'étais assez performante dans la parole, la communication, le fait de parler, le fait de m'exprimer, plus dans les rapports sociaux que c'était un peu plus compliqué. Ce qui fait que ça m'a énormément coûté. Ça se voyait sur ma santé parce que j'étais tellement angoissée, c'était complètement bloqué. J'arrivais pas à manger en fait. J'étais tellement dans ce sentiment d'angoisse avec la boule à la gorge tout le temps que ça passait pas. Je n'arrivais pas à manger. Donc j'ai toujours été très 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 menue. D'ailleurs ça m'a valu au collège notamment beaucoup de harcèlement vis-à-vis de mon poids, de mon apparence physique. Je pense que ça a grandement contribué à me rendre aussi phobique des autres sur le long terme, mais j'étais extrêmement complexée, je voulais me cacher. Moi, j'étais heureuse quand la nuit tombait, l'hiver quand il faisait nuit tôt, puisque mon but c'était vraiment de raser les murs, de ne croiser le regard de personne, de créer des liens, oui, avec des personnes que je sentais et avec qui je pouvais être moi-même, mais sinon, je n'arrivais vraiment pas à créer des liens, vous savez, les liens assez... les liens un peu de machine à café, les liens, voilà, un peu spontanés, et tout ça, j'étais vraiment une porte de prison, donc pour réussir à être moi-même, à être moins dans le contrôle de mon image, de moi-même, ça pouvait prendre des mois, et si vraiment j'étais pas à l'aise avec la personne, que j'avais un blocage, ça n'arrivait jamais. Donc j'étais quelqu'un qu'on pouvait considérer comme très renfermé. Je pense que ça se voyait littéralement que j'étais très mal dans ma peau vu que je regardais personne dans les yeux, je baissais la tête, je voulais pas parler, j'étais très très timide, je bafouillais et voilà. Et pour ça, je me suis énormément détestée, énormément sentie mal à l'aise et on va dire que mon hygiène de vie, c'était de me lever aux aurores pour me maquiller, me tirer à 4 épingles, toujours les cheveux parfaitement coiffés, le maquillage parfaitement, voilà, peinturluré, on va dire. Je n'acceptais pas ma personne démaquillée, je n'acceptais pas mon physique. Je mettais des guêtres en laine sous mes pantalons, même en été, même sous 30 degrés. Enfin,
vraiment le rejet de ma personne. Le rejet de ma personne. En 2017, j'avais 22 ans et on va dire que là, les choses ont commencé à prendre un tournant assez grave, en tout cas en termes de dépression. Il faut savoir que je suis consciente d'être dépressive depuis, je dirais depuis 2017, donc ça fait 8 ans maintenant. Mais je pense que je l'étais bien avant, mais que je n'arrivais pas à mettre des mots dessus, que je pensais que c'était moi qui étais cassée. J'avais énormément de frustration qui s'est transformée en tristesse, en un pessimisme juste, mais genre un pessimisme à un niveau, c'est-à-dire que j'étais sensible à tout. J'en ai déjà parlé sur TikTok, mais si je vais prendre les transports, que je rends sans abri, en fait, mon problème, je pense, et c'est ce qu'on m'a beaucoup répété, c'est que je ne peux pas accueillir toute la misère du monde sur mes épaules, mais c'est que j'avais du mal à concevoir que y ait de la misère, qu'il y ait de la maltraitance, qu'il y ait de l'injustice, et que on continue sa vie comme ça, on va au travail et puis juste on passe à côté et puis c'est la vie, c'est comme ça. J'arrivais pas à accepter la réalité en fait. Je trouvais que le monde ne tournait pas rond. En 2017, clairement, j'allais au travail, j'allais en stage. Je fumais un paquet et demi par jour de clopes. Et au fur et à mesure, le fait de pas manger parce que j'étais tout le temps angoissée, c'est devenu aussi une satisfaction pour moi. Je mangeais pas, je buvais pas, donc ce qui fait que j'ai fait des pyélonéphrite, enfin des infections aux reins. J'avais vraiment un mépris de mon corps, de ma personne en général, donc ça se répercutait complètement en fait sur mon hygiène de vie. Et au fur et à mesure, je n'ai jamais trouvé ma maigreur belle. Je me sentais extrêmement vulnérable, extrêmement fragile. En fait, j'avais l'impression que mon état de vulnérabilité intérieure se reflétait complètement à l'extérieur, vu que voilà, je faisais 38 kilos pour 1m73 et le plus bas, enfin voilà, au plus bas. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai jamais été très épaisse, hein, mais jusqu'à ces 38 kilos, en tout cas, quand je perdais du poids, j'avais comme une satisfaction de tirer sur cette corde-là. Qui au final, je me rends compte après avoir fait des thérapies, des analyses avec des professionnels de santé, on était vraiment sur l'ordre d'une sorte de suicide à petit feu, où je me disais, j'avais cette frustration de me dire pourquoi mon corps lâche pas. Vraiment, enfin, je me tapais des journées, des journées de travail assez longues, et j'arrivais quand même à prendre le métro. Je descendais des escaliers, j'avais les jambes qui tremblaient tellement je n'avais pas de force. Je suis allée voir mon médecin traitant et je lui ai dit à quel point je me sentais mal. Et c'est là qu'elle a introduit un antidépresseur qui, en tout cas, je vous le dis, je ne suis pas professionnelle de santé. C'est mon partage, enfin, en tant que patiente, je ne donne pas de conseils. Il faut vraiment voir ça avec un professionnel de santé. Chacun fait son expérience. Chacun ne va pas avoir le même plan de soins qui va lui être adapté de la même façon qu'une autre personne parce que tout dépend des problématiques que vous avez. Mais moi, cet antidépresseur m'a énormément aidée, notamment du point de vue de l'anxiété sociale. Ces espèces de crises de panique en fait qui se déclaraient avec vraiment l'impression d'avoir un corps bouillant, d'être rouge, de transpirer au moindre contact. Je suis passée d'une trentaine de ces sensations-là, donc de crises comme ça, par jour à 0. Ce qui fait que même si c'était compliqué socialement, je réussissais à communiquer sans partir en courant. Et ce qui a fait que ça a énormément apaisé
mes crises d'angoisse liées à l'anxiété sociale, qui était vraiment mon problème numéro 1, qui faisait que je ne me sentais pas adaptée et que j'avais envie de mourir parce que je me disais que je suis juste un être humain défaillant dans une société qui tourne normalement, si on peut dire, mais qui tourne comme ça, que c'est un fait, la société est telle qu'elle est, et que moi, c'est juste que je n'arriverai jamais à m'adapter, et que il faut travailler, il faut faire des études, il faut gagner de l'argent pour pouvoir après avoir un toit sur la tête, subvenir à ses besoins. Et je me suis dit, je ne peux pas, en fait, ça me coûte trop, ça me coûte trop, ça me coûte trop d'énergie, ça me fait trop mal, je me sens trop mal parmi les autres. J'avais du mal à trouver du sens dans ce que je faisais. J'avais l'impression de ne pas contribuer à quelque chose de bien pour la société. Pour autant, je suis tellement une éponge que si je fais un métier orienté vers les autres, je vais me faire grignoter par mon empathie qui est démesurée. 2017, cet été-là, ça coïncidait à ma fin de licence. J'ai commencé un master en école de communication. Voilà, avec le recul, c'est plus du tout un choix que j'aurais fait en termes de domaine d'études. Mais écoutez, voilà, c'est fait. Je sais pas ce que je voulais prouver. Je voulais aller dans les plus grandes entreprises, avoir des postes à responsabilité. Je pense que j'avais pas une bonne image de moi et je pensais que professionnellement, le fait d'en arriver à ce niveau-là, ça allait m'aider à avoir confiance en moi, mais pas du tout, puisque du coup, dans cette école où j'ai été réaliser mon master, vraiment j'ai ressenti un mal-être, un décalage avec les autres personnes qui étaient encore plus exacerbées, avec une colère envers moi-même qui n'a fait que s'aggraver. Et là, je suis tombée dans une spirale. Je m'étais beaucoup mutilée enfant en réponse à des frustrations qui se transformaient toujours en colère retournée vers moi. Mais là, je suis passée dans un level de mutilation. C'était devenu addictif. C'était mon réconfort de tous les soirs. Jusqu'en 2018 où j'étais en stage en entreprise, je me sentais mal, voilà. C'était moins pire qu'en 2017, j'avais réussi à remanger un peu, mais toujours ce sentiment d'être à côté de la plaque en permanence. Ce qui fait que voilà, je me suis mutilée plus que de raison. Et que je me suis dit tout simplement que si vu l'ampleur de cette crise-là, que si je partais, j'étais ok avec ça. Je me suis évanouie. Et quand j'ai repris conscience, j'ai eu très peur. Très peur dans le sens où je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que je vais mourir, enfin pour le coup ça n'a plus du tout été j'ai plus du tout été ok avec cette idée-là et ça m'a comme fait une sorte d'électrochoc où je me suis dit bah non en fait je veux pas mourir. Donc j'ai continué, je suis allée au travail le lendemain. Détail graphique, je vous mets le timecode pour passer cette partie. J'avais le bras, j'étais en hémorragie en fait. Et je suis allée voir l'infirmière du travail de mon entreprise. Enfin, je suis allée à l'infirmerie du travail de mon entreprise. Je suis tombée sur une infirmière exceptionnelle qui ne m'a pas jugée, qui m'a dit des mots dont je me rappellerai toute ma vie. Tant ils ont été d'une bienveillance et d'un réconfort. Et c'est vrai que moi, ça a eu sur moi une sorte d'électrochoc, je pense, cet épisode-là. Puisqu'après, on va dire que j'ai continué mon bout de chemin, mais plus avec un esprit combatif que résigné. Et donc c'est là que j'ai adopté mon chat. Je me suis engagée dans une association
de protection animale pour venir en aide aux chats. J'ai eu mon premier chat en tant que famille d'accueil, que vous connaissez, que j'ai fini par adopter. Et donc je me suis impliquée dans voilà, cet engagement associatif. J'ai eu plusieurs chats en accueil. J'ai aussi changé de logement, donc j'étais vraiment dans un placard à balai de 9 mètres carrés à Paris. J'ai pu avoir un appartement un peu plus grand, donc 19 mètres carrés. C'était très bien. J'ai pu faire après une alternance, donc moins de temps à l'école, plus de temps en entreprise. L'entreprise, je trouve que c'est quand même différent. Si je veux manger derrière mon bureau parce que je me sens pas et que je veux être seule et puis travailler en même temps, c'est plus ok que en école où il y a cette espèce de pression omniprésente. Donc voilà, 2019, ça s'est quand même bien calmé. Et donc ensuite, voilà, j'ai trouvé un travail, CDD, puis renouvellement de CDD, puis CDI. Et donc j'ai été pendant tout ce temps sous antidépresseurs, toujours au même dosage, un dosage assez léger, on va dire. Je n'ai plus d'épisode de mutilation suite au dernier. Le fait d'avoir mon chat, ça m'a... Franchement, ça a contribué aux choses qui m'ont sauvé la vie. Je faisais mes petites tambouilles sur Internet. Voilà, j'ai appris plein de choses. J'avais quand même des relations très précieuses que j'ai réussi à créer, que j'ai rencontré des personnes formidables. Elles sont toujours là, voilà, et très précieuses à mes yeux. Ce qui m'a aussi donné foi en les liens humains et qui m'a fait me rendre compte que je pouvais créer des liens très forts avec des gens et que oui, je ne pouvais pas créer des liens forts avec toutes les personnes que je rencontre et des fois juste ça colle pas. Des fois on se sent pas à l'aise et c'est ok. Des fois on se sent pas à sa place et c'est ok aussi. C'est peut-être juste que cet endroit-là, ce cadre-là ne nous correspond pas. Moi je me suis énormément entêtée parce que je voulais aller au bout de mes études et avoir une situation. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas à votre place à un instant T ou sur une période assez longue que vous ne vous sentirez jamais chez vous et à votre place pour toujours. Et c'est pas forcément là où on l'attend. Moi, je me suis sentie à ma place, alors oui, quand j'étais seule, avec mon chat, à faire mes petites activités créatives, à écouter de la musique, regarder des séries, vraiment des choses toutes simples. Oui, moi, c'est pas... J'ai fait, hein, franchement, j'ai essayé, hein, j'ai fait des soirées... J'ai fait des choses pas raisonnables parce que j'étais toujours dans le test de mes limites et dans l'autodestruction. Donc j'ai pris des drogues, faire des soirées chez des gens en groupe. J'étais dans le canapé à ne pas parler de la soirée, tellement je me sentais pas à l'aise, j'arrivais pas à m'insérer dans la conversation. Vraiment, j'ai essayé, j'ai forcé, mais quand ça le fait pas, quoi. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas à l'aise dans ces contextes-là, qui sont les contextes, on va dire, d'une personne, pas lambda, mais qui est le chemin, le schéma qui est très mis en avant dans la société de sortir, se faire des amis, boire de l'alcool, aller faire des before, des after. Mais toujours est-il que j'ai essayé ces choses-là. Si en fait, je pense que j'ai essayé d'être extravertie avec une personnalité d'introvertie. Et j'ai pris conscience très tard en fait que ce que j'avais, c'était pas un handicap, c'était juste que j'étais introvertie, beaucoup dans ma bulle, et que c'est pas grave si je suis pas le bout en train des soirées. C'est pas grave si je suis pas à l'aise à cet instant-là. C'est pas pour autant que je n'ai pas ma place sur Terre. Et avec le recul, je préfère cultiver ma sérénité avec des choses complètement simples. Il faut tellement peu de choses pour me satisfaire que je suis hyper... Enfin, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et pour la paix intérieure que j'ai appris aussi à cultiver avec le temps, même si c'est pas gagné et que je pense que ce sera le travail et le challenge de ma vie,
je pense que j'ai acquis une sorte de maturité assez tôt, que j'ai fait beaucoup d'introspection assez tôt, euh, qui fait qu'aujourd'hui je me connais mieux que je ne me suis jamais connue et que je sais ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai pas besoin. Euh, et j'ai appris en fait à aussi à m'affirmer au travers de cette personnalité très sensible. J'étais très, voilà, on va pas se mentir, j'étais ce qu'on appelle une people pleaser. Donc, toujours tout faire pour que la personne en face soit satisfaite, au point de se sacrifier, au point de ne pas poser de limites. Pour autant, j'ai eu des comportements déplacés aussi. Enfin voilà, je ne suis pas parfaite. J'ai été le genre de personne à éjecter les gens du jour au lendemain sans explication. Parce que je me montais la tête toute seule, je me disais que quoi qu'il arrive, je ne pourrais jamais être comprise, je ne cherchais pas forcément à me faire comprendre non plus. Et du coup, j'ai brisé des amitiés assez gratuitement comme ça. C'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de regrets, voilà, pour lequel j'essaie de reconstruire avec ces personnes-là quand c'est possible, bien sûr. Mais voilà, j'ai eu ce truc-là où aussi j'étais en rejet des autres en permanence. Et c'est pas bien non plus. C'est pas bien non plus parce qu'on en vient à devenir haineux des autres. Et on se fait pas du bien en réagissant comme ça non plus. Donc tout est une question d'équilibre, de balance, de connaissance de soi. Donc je dirais qu'à partir de 2020, quand j'ai pu vraiment, déjà le Covid pour moi ça a été une grande période d'introspection que je n'ai pas mal vécue, étant donné que je suis quelqu'un qui est très casanier. Voilà, pour moi c'est ok, donc rester confinée entre guillemets, j'ai toujours été confinée par moi-même volontairement, même si j'avais quand même des liens avec ma meilleure amie à l'extérieur. Franchement, une des années les plus paisibles de ma vie. Et je dirais qu'à partir de 2021, c'est plus la sorte de crise existentielle que j'ai l'impression d'avoir depuis que j'ai eu conscience que la mort existe, que j'ai plus vu la vie sous un angle. Je sais pas, ça vrillait quand j'étais enfant dans ma tête. Cette notion à la mort-là, sachant que je ne suis pas baptisée, que j'ai été dans le christianisme quand j'étais petite, notamment parce que ma grand-mère était croyante, mais j'ai perdu la foi et je dirais que j'ai pas réussi à me raccrocher à autre chose. C'est un peu aussi le fait de vouloir sauver les autres, enfin, cette espèce de syndrome du sauveur, mais comme le dit très bien dans une chanson qui s'appelle After the Storm, qui est vraiment genre mon hymne à se battre dans la vie, de Kali Uchis et Tyler the Creator. No one's gonna save you now. Donc personne ne va venir te sauver maintenant, donc tu ferais mieux de te sauver toi-même. Et je vous jure, c'est tellement vrai. On peut pas sauver les autres. Il faut vraiment se concentrer sur soi dans un premier temps, avant d'aider les autres aussi. Mais du coup, voilà, il y a eu cette sorte de crise existentielle qui a réémergé en 2021. Des questions complètement mais tirées par les cheveux sur le sens de la vie, sur notre utilité. J'arrivais pas à recultiver ma foi, j'arrivais pas à me raccrocher à quelque chose et je recommençais à voir tous les mauvais côtés de la société. En fait, mon seul but, c'était de travailler. J'ai commencé à consommer beaucoup de médicaments, notamment des anxiolytiques. En fait, je voulais m'atomiser le cerveau, enfin, je suis désolée de le dire comme ça, que je voulais soit dormir pour oublier, me réfugier dans mes rêves, soit me shooter, quoi. Donc, j'ai consommé beaucoup de cannabis pendant 3 ans. En 2022, je me suis mise avec mon copain que je connaissais depuis 8 ans.
Et c'est vrai que ça a été compliqué pour moi d'arrêter d'être une porte de prison dans un premier temps. Mais que voilà, ça a été une relation ben, qui m'a fait du bien. Et c'est vrai que j'ai voulu très vite un peu changer de vie. Donc je suis passée de Paris à Bordeaux pour le rejoindre. On a aménagé ensemble à ce moment-là. Et je pense que j'ai un peu trop pris la confiance. Je me sens bien. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Une des plus grosses erreurs de ma vie, je pense. Et je vous le dis pour que vous ne fassiez pas cette même erreur, j'ai arrêté mon traitement antidépresseur parce que je me suis dit ça va rouler comme sur des roulettes. Et en fait, ça allait dans un premier temps, mais après je l'ai arrêté, je l'ai mal arrêté. J'ai pas fait un sevrage vraiment avec une diminution correcte des doses sur du long terme. Vraiment, le sevrage a été trop brutal. Mais je me disais, il vaut mieux que je souffre. J'avais déjà essayé de l'arrêter, de le réduire auparavant. Et à chaque fois, j'avais vraiment des effets rebonds de la dépression, des brain zaps, genre quand vous avez des décharges électriques dans la tête. Donc en fait, là, je m'étais dit, je vais faire ça rapidement parce que autant souffrir un bon coup. Puis une fois que mon corps il sera sevré, bah ça ira, voilà, ça ira quoi. C'est juste le sevrage qui est un mauvais moment à passer, voilà. Sauf que vraiment, je suis tombée dans une dépression profonde, à savoir que du coup, je prenais un antidépresseur, donc c'est un IRS, un inhibiteur de recapture de la sérotonine. Ce qui fait qu'en fait, la sérotonine entre les neurones, voilà, en fait, elle fait son chemin et puis là, le but, c'est de la bloquer sa recapture pour qu'elle reste, qu'il y en ait plus de disponible dans votre cerveau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je commençais vraiment, vraiment à rechuter, mais je me disais, bon, j'ai toujours eu quand même des périodes mélancoliques pendant mes années sous antidépresseurs. Là, ça a atteint un stade où ce n'était plus du tout contrôlable, où il y avait plus de palliatifs possibles. Donc, j'ai repris l'antidépresseur et en fait, je suis allée aux urgences psychiatriques. Sauf que je me rends compte avec le recul, mon problème, c'était vraiment un sevrage mal réalisé. Ça faisait 2 semaines que je reprenais cet antidépresseur-là. Et en fait, la personne sur qui je suis tombée à l'hôpital donc m'a posé plein de questions au CECOP, donc l'endroit où il y a les urgences psychiatriques, à me demander si voilà, je passais d'états émotionnels très tristes à des moments d'euphorie. Donc c'est vrai que moi je disais que oui, des fois je pouvais être très triste. Enfin, mes émotions sont très exacerbées. Quand je suis triste, je suis pas un peu triste, genre je suis au fond du trou. Et quand je vais bien, parce qu'un événement heureux s'est produit, je suis très contente, très reconnaissante et tout ça. Donc ça, j'avais pas vraiment le recul nécessaire pour tempérer ça, mais que du coup, ça a été interprété comme de la bipolarité. Et donc, ce que la personne a fait, c'est qu'elle m'a réenlevé cet antidépresseur, qui est donc un IRS, pour me passer sous un stabilisateur d'humeur. Donc pas le lithium dans un premier temps, un autre stabilisateur d'humeur, mais qui n'inhibe et ne recapture pas la sérotonine. Et en fait, c'était un traitement qu'on devait initier sur une très très longue période pour éviter un problème grave qui est le syndrome de Weil, je crois que ça s'appelle de Leigh, je ne sais plus, un syndrome dermatologique très grave, mais qui fait que ça ne fait pas effet en fait avant bien 3 mois. Et en fait, pendant 3 mois, j'ai atteint un niveau de détresse psychologique que je n'avais jamais atteint. Et c'est là que sont apparus ce que je qualifie de raptus suicidaire. Donc, c'est-à-dire les phobies d'impulsion.
Je n'en avais jamais eu avant, j'avais toujours eu voilà, envie de mourir des fois, comme en 2018, mais sur du très long terme. C'est comme si c'était devenu tellement noir et plein de désespoir dans ma tête. Parce que du coup, je pense clairement que le sevrage avait mal été fait, parce que du coup, elle m'a réenlevé du jour au lendemain cet antidépresseur-là. Mon cerveau ne réussissait plus à refabriquer de la sérotonine, et clairement, le traitement que j'avais là, ce n'était plus un IRS, donc plus le même mécanisme d'action, et ce qui fait que pendant 3 mois, ça a eu le temps d'énormément s'aggraver, et que malgré mes appels à l'aide, cette personne-là est restée dans son diagnostic de bipolarité, et qui dit bipolarité dit virage maniaque, ce qui est souvent associé aux antidépresseurs. Là, je sais que chacun a sa métaphore hein, qui lui est propre, et en fait, chaque dépression est différente et très très personnelle à chacun, mais moi j'avais vraiment l'impression que c'est comme s'il y avait un détraqueur qui avait aspiré mais toute mon âme. Chaque pensée que j'avais, partout où mes yeux se posaient, je pensais à me liquider. Hein, désolée de dire ça comme ça, mais je me réveillais, la première chose que je voyais c'était ma fenêtre, je me disais saute par la fenêtre. En fait, mon cerveau, c'est comme si vous voulez que ça se termine. C'était devenu tellement douloureux au quotidien que chaque chose qu'il pouvait interpréter comme un outil pouvant amener à ma mort, bah, il allait le faire en fait. Et donc je me disais non, 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 ne saute pas, ne saute pas, ne saute pas. Après, admettons, je réussis à me lever, je vais dans la cuisine, il y a des couteaux, je me dis, il faut que tu te poignardes. Il faut vraiment que tu te poignardes parce que là c'est horrible, il faut que ça cesse. Et en fait, c'était vraiment cette peur de le faire, mais en même temps, comme si j'avais plus aucune lucidité au niveau de mon cerveau, ou voilà, enfin, traverser un passage piéton, c'était toujours de me dire, saute sous cette voiture, saute sous ce bus, saute sous ce train. Ça peut finir en 10 secondes. C'est comme si la barrière de la peur de mourir, la peur que ça fasse mal, je l'avais complètement skippée. J'avais beaucoup cette phrase en tête de Sirius Black d'ailleurs qui dit quand Harry lui demande est-ce que ça fait mal de mourir, il lui répond que c'est plus rapide que de s'endormir. Mais là c'était clairement ça. C'était ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'avais vu ça l'autre jour sur les réseaux, les gens qui râlaient parce qu'une personne s'était jetée sous le métro, mais je pense que quand on ne vit pas avec des pensées suicidaires et surtout des pensées intempestives qui ne nous quittent pas du matin au soir et que ça devient presque de l'ordre de l'impulsion, que ça devient plus difficile en fait à contrôler, que c'est plus difficile de ne pas mettre fin à ses jours, parce qu'au bout de presque 5 mois de souffrance et sans avancée et voilà, en fait, ça a tellement aggravé mon état que j'en ai eu des séquelles jusqu'à encore là très récemment. Et donc j'ai trouvé une psychiatre en ligne qui m'a prescrit un antidépresseur que j'ai pu prendre, qui m'a déjà élevé un peu l'humeur, mais on était toujours dans des phobies d'impulsion. Et à partir de là, je l'ai avoué du coup à la personne qui me supervisait. Au centre hospitalier, et, du coup elle m'a jetée dehors quand elle a su que je ne... Voilà, parce que je suis passée sous lithium entre-temps, et en fait, non, ça fonctionnait pas sur moi. J'avais beaucoup d'effets secondaires. Par chance, j'ai trouvé une psychiatre en libéral dans un cabinet physique, pas juste sur une plateforme avec des psychiatres qui parlent limite le français et où du coup on a vraiment du mal à communiquer. C'est là que j'avais trouvé le traitement de secours, donc l'antidépresseur, et donc après j'ai trouvé ma psychiatre en libéral qui m'a littéralement sauvé la vie. Déjà qui m'a redonné confiance en l'union thérapeutique, donc entre le patient
et le professionnel de santé, puisque moi, là, j'ai été tombée dans un espèce de rapport de force avec cette nana-là de l'hôpital, pour laquelle il n'y avait aucune considération des ressentis du patient. Mon état s'aggravait, elle s'en battait les steaks. Et en fait, je savais que j'étais arrivée au stade où si jamais j'entreprenais une action pour mettre fin à mes jours, il n'y aurait pas de retour possible ou pas d'échec puisque j'avais analysé toutes les façons possibles et les plus radicales et les plus létales. Voilà, quand je dis que ça va pas, que j'ai envie de me buter, je suis pas... je ne dis pas ça à la légère parce que des fois j'ai l'impression ils ont un peu de mal à saisir. Et ce qui fait que donc cette psychiatre m'a sauvé la vie, clairement, a essayé plusieurs soins, plusieurs traitements de pharmacothérapie. J'ai refait une expertise récemment. Du coup, on m'a dit que j'avais de la bipolarité non spécifiée, parce que du coup, j'ai les pensées très rapides, donc on appelle ça la tachy psychique, et apparemment un des symptômes de la bipolarité. Mais pour autant, je pense que mes émotions assez extrêmes sont énormément liées à ma sensibilité. Et là, lors de cette hospitalisation, le psychiatre me dit, après, plus il y a de billes à prendre, plus on les prend, et plus il y a d'avis à prendre, plus je les prends, parce que ça permet aussi d'avoir des avis de divers professionnels de santé. Mais là, du coup, on me dit qu'il n'y a pas vraiment, qui sont notés sur la période d'hospitalisation, pas vraiment de signes de bipolarité. En tout cas, ils ne voient pas de matière à ce qu'on puisse dire qu'il y a une bipolarité. À la limite, oui, un trouble borderline, qui honnêtement, c'est certain que je me reconnais beaucoup plus dans ce trouble-là, si ce n'est peut-être la peur de l'abandon, vu que je suis quelqu'un de très solitaire et qui est très indépendante, pas trop, mais je suis assez radicale en fait. Le psychiatre de la clinique a plus posé le diagnostic d'un syndrome de stress post-traumatique complexe, une sorte de mix de plein de traumas finalement non résolus qui ont emmené à cet état compliqué, puis l'épisode du coup de la prise en charge hospitalière de 2023 qui a été catastrophique, et d'où sont nées ces phobies d'impulsion qui ne m'ont jamais quitté depuis. Ce qui fait que dès que j'ai quand même eu vraiment une élévation de mon humeur suite à cette prise en charge thérapeutique avec ma nouvelle psychiatre, mais des downs très 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 compliqués à gérer et toujours aussi radicales en termes de pensée suicidaire, ce qui fait que j'avais vraiment fixé une date. Je m'étais dit, si à cette date-là, je suis encore dans cet état avec ces pensées, ces phobies d'impulsion, et j'avais une prise en charge psychologique à côté, hein, avec des outils comme le MDR, je faisais beaucoup de TCC et tout ça, mais le fait est que juste quand ça n'allait pas, c'était pas juste un état un peu de mélancolie que j'arrive à gérer et à mettre de côté. Euh, non, là, c'était vraiment quand ça va pas, c'est vraiment je veux me trucider, quoi. Je m'étais dit qu'à une certaine date, si j'étais toujours dans ce schéma-là, voilà, j'avais les ressources nécessaires en termes de médication euh, pour accéder du coup à la mort. Voilà. Euh, et donc voilà, je vous le dis, c'est compliqué d'en parler. Quand on est dans cet état, dites-le, vraiment. Et c'est ce que j'ai fait du coup. J'ai dit que j'avais de quoi mettre fin à mes jours. En une prise, ça aurait pu être plié. Du coup, je l'ai dit et j'ai restitué ces substances-là
dans une pharmacie. Mon dossier a été envoyé au centre expert des dépressions résistantes. Ils sont venus à la conclusion, et c'est mon médecin généraliste aussi qui me l'avait préconisé, mais de passer à la vitesse supérieure en termes de plan thérapeutique, et donc notamment passer à ce qu'on appelle l'électroconvulsivothérapie, la sismothérapie, les électrochocs, donc c'est la même chose. Et du coup, j'ai été prise en charge dans une clinique cette fois-ci, dans le but de réaliser ce soin. Voilà, disclaimer là-dessus, c'est très très diabolisé comme méthodologie de soins. Alors on n'est plus du tout dans ce qu'on peut avoir en tête dans la culture populaire des électrochocs, où voilà, on n'est pas anesthésié ou que sais-je, pardon. Là, vous avez donc une anesthésie générale, un curare qui fait que du coup on vous endort, l'anesthésiste vous endort sur une courte durée, je crois que c'est 15 à 20 minutes, le temps de délivrer via des petits électrodes un faible courant électrique, hein. Et voilà, je sais que c'est très controversé, j'ai eu beaucoup de retours pour en avoir parlé à ce sujet, notamment sur TikTok, voilà, d'expériences absolument terribles, etc. Là, on était quand même sur les chiffres, je crois qu'on est sur 70% de réponses positives, et voilà, qui vraiment soulage la dépression. Et j'ai envie de vous dire qu'à ce stade, ou en tout cas au stade où j'étais, voilà, les dommages collatéraux qu'il pouvait y avoir sur la mémoire, ça m'importait peu. Je voulais juste que les idées noires, la dépression profonde qui continuait de s'installer malgré les traitements soient apaisées. Mais voilà, rapidement, on a commencé en unitemporal, donc c'est-à-dire qu'on délivre le courant que d'un côté du cerveau. Je le précise, je ne suis pas professionnelle de santé. Si j'ai des mots pas très adaptés, voilà, vous pouvez le relever, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça ne fait pas mal. À la limite, ça fait mal après. Puisque oui, moi j'ai eu des maux de tête assez importants après. Donc on a commencé en unitemporal sur, je me demande si c'est 2 ou 3 séances par semaine. Et c'est vrai que ça n'avait pas les effets escomptés, donc on est passé en bitemporal. Et ouais, au bout d'une cure de 15 ou 16, je ne sais plus, mon état n'était toujours pas, voilà, il n'y avait pas d'effet amélioratif. Et que, voilà, et pour rassurer certains, enfin, j'ai vraiment vu de tout. Donc sachez déjà aussi que plus vous êtes âgé, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, c'est pas une vérité ou une science exacte, mais plus voilà, il y a des dommages au niveau de la mémoire potentielle. Moi de mon côté, niveau de mémoire, j'ai perdu, oui, des pans entiers, notamment ceux qui sont relatifs à la durée de la cure de CT. J'ai parlé à des gens, j'ai vu des personnes, j'ai fait des choses dont je me rappelle pas. Déstabilisant quand vous allez recroiser une personne, qu'elle vous parle et que vous arrivez plus à... Vous l'avez déjà vu, vous avez le sentiment de déjà vu, mais vous n'arrivez plus à la resituer. Et c'est vrai que de mon côté, qui est une mémoire implacable, c'est un peu déstabilisant. J'ai des périodes de ma vie aussi qui sont un peu plus troubles. Mais vraiment, pour ma part, ça n'est pas dramatique. Je réussis à recultiver une mémoire derrière. Là, plus je m'éloigne de la dernière séance de CT, bah, plus j'ai mes souvenirs qui se recumulent normalement. J'ai vu des dames rentrer dans des états catastrophiques, notamment une dame qui avait fait une cure de CT il y a 30 ans, suite à une grave dépression, et ça l'avait complètement remis sur pied. J'ai vu cette dame-là dans un état catastrophique, en rechute après 30 ans. On a fait les ECT quasiment en même temps.
Je l'ai vu dans des états catastrophiques et là, je l'ai vu récemment partir de la clinique, métamorphosée. Enfin, c'était vraiment plus la même personne en fait, tellement elle avait retrouvé la vie en elle, quoi. Donc, j'ai cet exemple-là, voilà. En tout cas, une dame sur qui ça a très bien marché. Moi, de mon côté, ça n'a pas eu l'effet escompté, ce qui fait que le psychiatre qui me prend en charge à la clinique m'a proposé un autre traitement disponible. Je ne savais pas qu'il était disponible. Je savais qu'il y avait eu des essais cliniques à ce sujet. M'a préconisé une cure de kétamine. Énorme disclaimer, on n'est pas sur de la kétamine dans un cadre récréatif. Voilà, je sais qu'il y a une recrudescence d'utilisation de la kétamine chez les jeunes en ce moment, qui se sniffent comme de la coke. Et voilà, ce n'est pas, voilà, vraiment, je veux faire de la prévention là-dessus. C'est pas ça qui va vous guérir. Là, on est sur de la kétamine pure, en solution intraveineuse, donc en perfusion. Cadre, voilà, qui est étudié pour que tout se passe dans des bonnes conditions, avec votre cœur qui est monitoré, des constantes qui sont prises, vous êtes surveillé s'il y a quoi que ce soit. Puis surtout, c'est de la kétamine à usage médical pur. Ce n'est pas de la kétamine que vous sniffez en soirée techno, qui a été coupée à je sais pas combien de trucs. Voilà, enfin vraiment, il faut faire ça dans un cadre thérapeutique. J'insiste là-dessus puisque j'ai été la première, quand j'étais plus jeune, à prendre des drogues dures, on va dire. Voilà, il faut pas tomber là-dedans parce qu'après en plus vous pouvez avoir des redescentes qui sont très 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 compliquées à gérer. Dans le cadre thérapeutique, j'ai également vu des gens pour qui ça se passe très bien, sur qui ça a eu l'effet escompté, notamment sur les idées suicidaires. Ça a cette réputation, entre guillemets, d'être assez efficace sur les idées suicidaires. J'ai vu des gens que ça a remis sur pied. Des gens qui... Voilà, c'est un psychédélique, donc vous pouvez avoir des hallucinations, des effets très déstabilisants, une perte de contrôle. Et voilà, je connais des gens qui ont revécu des traumas lors de leur séance de kétamine, donc qui ont arrêté. Donc ça a eu l'effet inverse, ça a empiré. Donc c'est pas une science exacte, comme je le dis, vraiment j'ai l'impression que c'est un individu, une dépression, il n'y a pas d'universalité dans ce qu'on ressent lors de la dépression, dans les traitements qui vont marcher, les traitements qui ne vont pas marcher. Moi pour le coup, c'est ça m'a énormément aidée. J'en suis aujourd'hui à ma 7e séance dans ma cure, sur une cure de 8 séances. L'effet a été positif dès la première séance, que dès la 3e séance, j'arrivais... En fait, j'avais les raptus, du coup, et les phobies d'impulsion qui étaient parties. Et déjà, ça, c'est une victoire après 2 ans à être parasitée par des pensées extrêmement morbides et ce sentiment-là qui me démangeait vraiment de mettre fin à mes jours. Et je dirais que là, c'est passé à... je ressens toujours de la tristesse, très profonde parfois, de la mélancolie finalement. Mais j'arrive à faire une petite activité pour me vider la tête sans que l'envie de mourir me parasite l'esprit 24 heures sur 24. J'ai pas fait de bad trip, entre guillemets. La cure se termine au bout de 8 séances. J'ai très peur de la rechute. Je me considère pas tirée d'affaire, mais pour autant, je me considère à un niveau d'humeur qui est vivable. Je ressens des choses positives. Les choses qui me faisaient du bien avant me refont du bien. Et j'ai l'impression que là, je suis un peu revenue au stade où j'étais avant. Cette histoire de prise en charge catastrophique en 2023.
J'ai l'impression que voilà, j'ai relevé et je suis revenue à un niveau qui n'est pas parfait. De toute façon, je ne cherche pas la perfection. Je suis quelqu'un qui vraiment est pas du tout difficile à combler en termes de petits bonheurs quotidiens. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Je ressens un peu plus de force aussi pour me remettre au sport. Un effort qui avait payé. Le sport m'avait quand même énormément aidé à réguler mes émotions, à extérioriser, à gagner confiance en moi aussi, à me sentir plus solide. Donc je me sens en mesure de le faire maintenant et à reprendre ces activités-là et à retrouver du plaisir aussi, ce qui est en fait l'essence même de vivre en fait. Bien sûr, la vie ce n'est pas tout rose. Je pense que j'aurai toujours un tempérament un peu mélancolique et cette tristesse qui fait partie de moi, je suis un peu plus dans ce constat-là, que finalement peut-être que la dépression, ça sera une cohabitation toute ma vie. Mais voilà, il faut qu'elle reste contrôlable à un certain niveau. Je suis encore plus reconnaissante et plus consciente, justement quand je ressens des émotions positives. J'éprouve une énorme gratitude euh, de réussir à retrouver cette forme de lucidité, de ressentir un apaisement. Ça fait que je profite de la vie encore plus, je profite de chaque instant, de chaque éclaircie encore plus profondément. Je me rends compte du cadeau précieux que c'est la santé et la santé mentale d'autant plus. Aussi à recultiver une compassion envers moi-même. Notamment, voilà, j'ai eu des livres qui m'ont été donnés à la clinique, donc notamment un livre que je vous conseille sur les liens d'attachement pour comprendre comment on se construit de l'enfance à l'âge adulte. Voilà, c'est vulgarisé, mais c'est très accessible pour un peu mettre le doigt sur les carences affectives, les traumatismes aussi qui ont pu être générés et pourquoi on en arrive là aujourd'hui, puisque moi j'avais tendance à tout mettre sur la chimie, la sérotonine, la carence et en molécules spécifiques qui font bien fonctionner le cerveau, mais voilà, j'ai envie de dire qu'on ne devient pas et on n'en arrive pas dans l'état dans lequel j'ai été par hasard non plus. Parce qu'il y a une phase d'acceptation maintenant sur mes blessures et mes traumatismes du passé, qui est un gros travail que je dois continuer, que je continuerai certainement toute ma vie. Je lis aussi un livre très intéressant, parce que je me suis jamais vraiment autorisée, comme je vous le disais, à mettre des limites, à m'écouter. Et j'avais vraiment un sentiment prépondérant de culpabilité. Je vous conseille ce livre qui s'appelle La culpabilité de Lewis Engel et Tom Ferguson. Ne plus la subir, ne plus en souffrir, je pense que ça va être un de mes travaux et je pense que c'est ce qui va m'aider à penser mes blessures, m'écouter moi plutôt que d'écouter tout le temps les ressentis des autres qui, je pense, à chaque fois sont plus légitimes que le mien. Je recommence à me projeter dans l'avenir. Donc là, je suis sortie depuis 3 semaines. Je continue d'aller faire mes séances de kétamine 2 fois par semaine. J'ai ma dernière séance mardi, mais après, je continue en mai en hôpital de jour sur la gestion émotionnelle avec des ateliers qui sont proposés par la clinique. Et je vais également voilà, continuer ma psychothérapie à côté avec des méthodologies comme le MDR. Où je ne suis plus en crise suicidaire, je pense que ça sera beaucoup plus fructueux parce que c'est vrai que ma psychologue me disait on n'arrive pas à avancer ou vous êtes en crise suicidaire. Donc il n'y a pas eu l'apaisement en effet par rapport à ça. C'était compliqué de se concentrer et de faire un travail qui porte ses fruits. Donc voilà, je pense que je suis dans des meilleures dispositions. Je vous cache pas qu'il y a un peu l'anxiété d'anticipation par rapport à la rechute, puisque c'est un peu le modèle que j'ai à chaque fois, c'est que je finis toujours par rechuter. Là, je vais essayer de prendre les choses au jour le jour, de faire un véritable travail sur la régulation émotionnelle, de mettre à distance ce qui doit être mis à distance, donc mon obsession du travail aussi, voilà. D'essayer de me concentrer sur des petits projets que j'ai avortés par manque de confiance en moi ou parce que je me décourage tout le temps. Sans pression aussi, je pense que
toute cette construction de moi-même s'est beaucoup basée sur une relation très militaire envers moi-même, à savoir de l'intransigeance, une recherche éperdue de la perfection, alors qu'on le sait tous, hein, ce n'est pas un secret, la perfection n'existe pas. Et puis voilà, me lâcher la grappe quand il faut se lâcher la grappe. Arrêter d'être aussi punitive, aussi méchante envers moi-même. Et maintenant, on va dire que j'arrive mieux aussi quand des choses me dépassent, quand des choses me révoltent. J'arrive à exprimer, alors pas forcément bien, hein. Voilà, je vous avoue que quand j'étais hospitalisée, il y a eu des situations, des fois avec d'autres patients, où voilà, franchement, j'étais une personne que je ne reconnais pas, où j'ai pu être menaçante, agressive. C'est jamais gratuitement, je précise, je serai jamais méchante gratuitement, mais sur des cas d'injustice, sur des cas qui me révoltent, en fait, je ne peux plus juste trouver des excuses aux autres et tout, je ne peux plus, en fait. Enfin, donc ça veut pas dire que je vais me mettre à fracasser tout le monde maintenant et que voilà, mais c'est plus que maintenant je me manifeste et quand quelque chose ne passe pas et ça passe pas et je le dis et point barre et c'est tout ça, au lieu de prendre cette frustration et la retourner contre moi, je pense. Là, je pense que c'était une vidéo d'une durée très longue. J'espère que ça a pu vous aider. Je sais pas si je garderai cette vidéo ou pas, parce que c'est vrai qu'elle est très personnelle. Que oui, là, je ne travaille pas, mais le jour où je dois reprendre un travail, je réfléchis des fois à ça. C'est vrai que si on me trouve sur internet, on va se dire qu'est-ce que c'est que cette meuf? On renvoie pas forcément une bonne image aussi, donc d'un point de vue employabilité, je sais pas si je la laisserai, mais écoutez, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne à se sentir moins seule, à se sentir compris, voir que le chemin est sinueux, surtout avec des troubles mentaux. On tend vers le mieux, ça c'est quelque chose que je tiens à dire. C'est que il y a ne serait-ce que 5 ans, les histoires de nouvelle approche thérapeutique, kétamine, psychédélique, ça n'existait pas, c'était pas autant pris au sérieux aussi les troubles de santé mentale. Ce qui m'aide aussi à me raccrocher à la vie, c'est de me dire que je pense qu'on ne peut qu'aller vers le mieux en termes de recherche, en termes de compréhension des troubles. Donc j'essaie de me dire que peut-être dans 5 ans, il y aura un traitement qui n'est pas encore connu aujourd'hui et qui pourra soulager de façon efficace des dépressions résistantes. Donc voilà, sachez que si vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas seul vraiment. Je sais que c'est compliqué d'en parler. Plus c'est pris en charge tôt, mieux c'est. N'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé. Moi, je vous le dis souvent, mais Reddit aussi, moi, je trouve que c'est un très bon réseau social pour parler de ces troubles de façon anonyme. Si vous ne vous sentez pas d'en parler à des gens proches, il y a une communauté que je trouve vraiment bienveillante dessus. Je vous dirais je sais que c'est dur, mais essayez de vous accrocher. Faites-le vraiment pour vous. Faites-vous ce cadeau de vous accrocher. C'est un effort incommensurable. Je pense qu'il n'y a que les personnes qui traversent ça qui peuvent comprendre et de toute façon, on sera toujours réduit quand on a des troubles mentaux. Voilà, il y a une hiérarchisation, mais c'est quelque chose qui est tellement personnel. Ces troubles-là, quelque chose qui est invisible aussi, qui se passe vraiment dans sa propre tête. Quelque chose qui peut être minimisé aussi, et je sais que voilà, des fois on en arrive à des extrémités, à des personnes qui lâchent, voilà, un peu du jour au lendemain et on s'y attend pas. Et moi, je vous encourage à en parler et je vous dirais aussi qu'il y a des moments où ça peut être compliqué parce que on n'a pas forcément les bons interlocuteurs. On ne tombe pas forcément sur des professionnels qui nous correspondent, mais il y a quand même des gens qui sont bienveillants, des professionnels qui ont de la considération, qui prennent leur travail à cœur et
et qui ont l'envie d'aider et qui aident. Moi, ça m'a vraiment redonné confiance dans le corps médical, le fait d'avoir persisté aussi. Et je sais que ça peut nous achever en fait quand on est dans un état de détresse et de vulnérabilité, de tomber sur des professionnels de santé qui ne nous considèrent pas, qui ont des réactions des fois hyper violentes et hyper traumatisantes. Ça peut nous enfoncer, mais il faut frapper tellement à toutes les portes et s'il vous reste un tout petit peu de force, essayez de les mobiliser pour vous entourer du mieux que vous pouvez. Éjectez ou mettez à distance les gens qui vous font ressentir des mauvais sentiments. C'est pas forcément définitif, mais si déjà votre état est fragile, il faut mettre à distance ces choses-là du mieux que vous pouvez. Vous ne faites rien de mal en fait en vous protégeant, en vous préservant. C'est juste un moment en fait où il faut se recentrer sur vous et penser à vous en priorité. Ce que vous ressentez, c'est vraiment la priorité. Les autres, il faut en faire abstraction. Il faut vraiment que ce soit vous la personne la plus importante et que ce soit vos besoins qui passent en premier. On vous souhaite en tout cas énormément de courage si vous traversez des périodes difficiles. Vous n'êtes pas seul, les choses avancent lentement, mais elles avancent et un moyen plus adapté et une prise en charge plus rapide, je l'espère, avec le temps. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous retrouverai au cours de petits partages du quotidien, vlog, de petites choses que je vais reprendre là pour un peu cadencer mon quotidien avec des choses qui me font du bien comme du sport, des petites activités toutes simples, aller vers l'avant. Voilà, parce que c'est vrai que là c'était devenu compliqué, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi. Je veux pas me filmer dans des états catastrophiques et tout ça, c'est pas du tout mon objectif. Voilà, je veux juste essayer. Moi déjà, ça me donne de l'impulsion d'essayer de faire des petites choses, de vous les partager. Et si ça ne peut ne serait-ce que déclencher une petite impulsion chez vous aussi, c'est exactement l'effet escompté. Donc voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.